Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui a pour nom Apprenons Juste. C'est une initiative qui émane de mon amour, non seulement pour l'apprentissage, mais aussi pour le partage, notamment du savoir et du savoir-faire. Aujourd'hui, nous allons faire un tour en sociologie et en philosophie pour parler de trois auteurs, du moins de leurs œuvres, à savoir George Orwell, Neil Postman, mais aussi et surtout Aldous Huxley. Du coup, nous allons parler de l'œuvre 1989 de George Orwell qui a été publiée en 1949. Vous voyez déjà, euh, c'était comme une prédiction. C'est une dystopie dans laquelle George Orwell nous présente son inquiétude vis-à-vis de l'humanité si dans les années à venir, nous nous retrouvions dans un état totalitaire où la liberté de réfléchir nous était retirée. Sa crainte était qu'à un moment donné, nous retrouvions avec des personnes qui nous imposaient une façon de penser, qui nous retiraient notre liberté à avoir l'esprit critique, à analyser les choses et à donner notre opinion sur les choses. Quand on parle d'opinion, vous allez penser à la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression, mais sa plus grande crainte était que l'on nous enlève plus la liberté de réfléchir que de parler en fait. Du coup, dans son œuvre, c'était un état de dictature, un état totalitaire où on contrôlait tout ce que les gens consommaient comme information. La communication, c'est une arme très forte. Donc, tout ce qui contrôlait comme et consommait comme information. Et il y avait une sorte de télévision qu'on ne pouvait pas éteindre et qu'on ne pouvait que diminuer le volume, mais pas complètement diminuer le volume également, c'est-à-dire nourrissait la population d'informations d'une manière constante et intense chaque fois. Le pire, c'était que cette télévision aussi avait la capacité de surveiller les personnes. Ce qui faisait qu'ils n'avaient plus la possibilité d'avoir d'intimité, ils n'avaient plus la possibilité non seulement de parler, mais aussi d'agir comme ils voudraient. Et le deuxième côté obscur de cette communauté ou de cette société était que l'on a retiré certains mots du dictionnaire, qu'on a affaibli l'impact ou qu'on a affaibli le sens des mots, qu'on a supprimé certains mots pour qu'il devienne quasiment impossible de critiquer le gouvernement, qu'il devienne quasiment impossible aussi de dire des bonnes choses pour l'opposition. D'ailleurs, concernant l'opposition, la télévision, il y avait un moment où on les mettait en face, on les donnait des informations qui les permettait d'avoir de la haine contre l'opposition. On appelait, je pense, le moment de haine. Du coup, on les transmettait des informations pour qu'ils commencent à nourrir une certaine colère et une certaine rage envers l'opposition. Et à faire certains mots qui avaient des sens doubles. C'est-à-dire que si par exemple tu dis un mot pour critiquer le pouvoir en place, le mot pourrait changer de sens en fonction de ce que tu veux dire en fait. C'est un peu, c'est un peu chimérique, mais c'était comme ça. Et nous en reviendrons. Nous parlerons ensuite de Aldous Huxley avec son œuvre Le meilleur des mondes. Contrairement à l'œuvre de George Orwell, dans l'œuvre de Aldous Huxley, c'est pas qu'on nous interdisait le fait de réfléchir, de penser à nous et de faire les choses comme nous le voulons, c'est que nous décidons nous-mêmes de l'assujettissement. C'est-à-dire nous étions dans la complaisance. Nous étions heureux avec le fait de ne pas réfléchir, de ne pas penser. D'ailleurs, il y avait une sorte de drogue que les gens consommaient dès qu'ils avaient une certaine pensée, un certain moment d'introspection. Dans le meilleur des mondes, la société était complètement différente de ce que nous connaissons. Le mariage étant interdit, la promiscuité sexuelle étant à son apogée, les enfants n'étaient plus conçus et
enfantés comme nous savons maintenant, mais plutôt dans des sortes de laboratoires dans lesquels, après, quand ils grandissent, on les conditionne, on les hypnotise d'une manière profonde pour qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux dans la société. On leur dit quel rôle ils doivent avoir dans la société, pourquoi ils ne doivent pas aller à l'encontre de ce qu'on leur demande de faire. Tout ceci pour empêcher tout un chacun de réfléchir même sur sa propre vie. Aussi, il n'y avait plus d'amour. Tout ce qui était de lien social, tout ce qui était lien, c'est-à-dire culturel, était aboli. Et la pire des choses est que tout le monde était d'accord avec cela. D'ailleurs, même les choses qui sont normales, lorsqu'ils étaient réalisés dans ce monde, le meilleur des mondes, étaient conçus ou perçus comme étant de l'abomination. Par exemple, il y avait la femme d'un personnage qui avait été enceinte et elle avait tellement honte que les gens sachent qu'elle était enceinte parce que c'était presque interdit. Bon, pas interdit comme dans le cadre de George Orwell, parce que là, on risque la sanction lorsqu'on fait des choses qu'il ne faut pas, mais interdit du point de vue mental, c'est-à-dire du point de vue psychologique, parce que tout le monde le regarderait comme si elle avait commis quelque chose d'irréparable, etc., etc. Donc, la différence entre l'œuvre de Huxley et l'œuvre de Orwell est que dans l'œuvre de Huxley, on ne nous impose pas la chose. C'est comme si nous décidions nous-mêmes d'être en prison et nous étions contents, nous étions heureux et nous étions apaisés avec cela. Alors que dans l'œuvre de Orwell, on nous imposait la chose. Bien que certains étaient d'accord avec, il y a d'autres qui ne l'étaient pas. Et lorsqu'on regarde ces deux éléments, on se rend compte que la crainte de Orwell était certes vraiment réaliste, était certes une crainte qui en valait le coup, mais celle de Huxley est encore pire. Mais nous en reviendrons. Enfin, nous parlerons d'abord de Neil Postman avec son œuvre Se distraire à en mourir. Dans son œuvre, il dépeint les côtés néfastes de la télévision parce que à ce moment, la télévision était comme la seule façon de se distraire. Il dépeignait comment la télévision pourrait gangréner l'éducation, la culture et tout ce qui se rapporte à la santé de la société. Et c'est tellement réaliste et tellement visible. Il dépeignait aussi le fait que la télévision a rendu toutes les choses de la vie sociale en un spectacle, a tout transformé, a tout converti en un amusement. Même les choses qui sont censées être des choses sérieuses sont perçues autrement. L'exemple palpable serait par exemple un politicien. Si avant les politiciens étaient reconnus par leur idéologie, étaient reconnus par leur façon de penser, qu'est-ce qu'ils ont comme plan d'action, en quoi ils peuvent impacter la société, la communauté. Maintenant, bon, pas maintenant, avec la télévision, les politiciens seraient perçus à travers, par exemple, leur charisme, leur éloquence, la manière dont ils se présentent plus que par le fond. Si avant, lorsqu'un politicien sortait, on pouvait ne pas le reconnaître, mais lorsqu'on parlait de ses opinions, on le reconnaissait directement. Maintenant, le politicien peut sortir et tout le monde le connaît, mais personne ne sait en réalité quelles sont ses opinions, quelle est son idéologie. Ainsi, c'est comme si avec le fait que tout se soit transformé en amusement, tout se soit transformé en quelque chose d'ostentatoire, nous avons maintenant tendance à ne plus nous concentrer sur la quintessence des choses, ne plus nous concentrer sur le fond des choses, mais plus nous concentrer sur ce que l'on voit, l'aspect, la forme des choses. Si on met en relief ces trois éléments, on se rend compte que eux, c'était avant nous. Et à notre époque, c'est devenu pire. Avec les distractions qui sont devenues plus abondantes, avec la banalisation de certaines abominations, avec la perte peu à peu des liens sociaux au profit des liens imaginaires ou des liens fictifs,
la perte de la sacralité de certains éléments, par exemple l'amitié, au profit des amitiés fictives, des amitiés par exemple en ligne, révèle que leur crainte n'était pas seulement chimérique, n'était pas seulement une utopie, mais pourrait vraiment s'avérer réelle et la société pourrait courir à sa perdition. Parce que dans la dystopie de George Orwell, il y avait une solution, je pense. Il y avait une porte de sortie. Parce que tout le monde, nous savons tous que lorsqu'il y a assujettissement, lorsqu'il y a l'obligation sur une personne, peut-être qu'à un certain moment, on peut se résigner, mais il y a une chance, aussi minime qu'elle soit, qu'il y ait une révolte, qu'il y ait une révolution. Mais lorsque c'est nous-mêmes qui choisissons cet assujettissement, comme dans le meilleur des mondes, à travers la mise en place d'éléments comme les distractions pour nous appuyer dans ce choix, qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Bon, c'est vraiment désolant, mais qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Et je me demande, Neil Postman, quand il faisait quand il expliquait les problèmes qui seraient liés avec la télévision parce que c'était une distraction, etc., etc., et que nous n'aurions plus à analyser les choses, qu'est-ce qu'il aurait dit de nos jours? Ainsi, si on regarde bien, d'un côté, la peur de l'un était que l'on nous empêche d'apprendre, que l'on nous coupe l'accès à la connaissance, que l'on nous coupe le droit de réfléchir, que l'on nous prive, par exemple, supposons des livres, c'est une métaphore, et l'autre, sa crainte était que l'on n'ait plus à nous priver des choses, que nous ayons divers moyens de connaissance, que nous ayons diverses façons d'apprendre, mais que nous décidions nous-mêmes de ne pas le faire en fait. C'est comme si d'un côté, l'autre avait peur que l'on nous empêche de lire, qu'on nous empêche ou vous interdise l'accès aux bibliothèques, alors que l'autre, sa crainte était que l'on n'ait plus à nous interdire l'accès, mais qu'on nous gangrène d'une manière l'esprit, de telle sorte que les livres seront ouverts, mais que nous n'allons plus apprendre. L'exemple frappant, c'est les réseaux sociaux ou la nouvelle technologie. Nous avons tellement de sources de connaissances sur divers sujets, on n'a plus de frein. On ne peut pas dire que non, je ne connaissais pas à cause de ça en fait. Mais on a aussi tellement de moyens de distraction que même quand on part pour chercher quelque chose, la distraction vient s'initier et l'on n'a plus cette envie d'aller au bout de nos recherches. Ainsi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, la société pourra-t-elle s'en sortir? Si oui, avec quels moyens? Mais bon, comme la vie est une question de choix, essayons ensemble de faire les bons choix, de faire les bonnes décisions et de penser par nous-mêmes, car une personne qui contrôle ta pensée contrôle également ta vie. Et ensemble, devenons les personnes de nos rêves. Merci beaucoup.